Imaginez, demain matin, 7h, sur votre téléphone, une notification. Votre livret A est bloqué. Vous ne pouvez plus rien retirer. Pourquoi ? Parce que l'Italie vient de se déclarer en cessation de paiement. 3 000 milliards de dettes. La troisième économie de la zone euro est en faillite. En quelques minutes, les bourses s'effondrent. Milan perd 18% à l'ouverture. Francfort, Paris, Madrid suivent. Les banques italiennes puis françaises suspendent les retraits. Dans les grandes villes européennes, des files d'attente se forment devant les distributeurs. À Bruxelles, une réunion d'urgence des ministres des Finances est convoquée. Personne ne sait quoi dire. Chez vous, une seule question vous traverse l'esprit. Combien de temps mon argent peut tenir là-dedans ? Et surtout, qu'est-ce que j'aurais dû faire avant ? Je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, j'ai constaté que le sujet de la faillite des États était traité de deux façons complètement opposées. D'un côté, les institutions européennes, BCE, Commission, etc., qui depuis le fameux « whatever it takes », donc le « quoi qu'il en coûte » de Draghi en 2012, répètent fréquemment que la zone euro est insubmersible, que le système tiendra. De l'autre, des économistes comme Nouriel Roubini, surnommé Dr Doom, et qui avait prévu la crise des subprimes 2 ans avant qu'elle arrive, ou encore Kenneth Rogoff, qui alerte depuis des années sur la dette de pays comme l'Italie, le Portugal et même la France sur les risques de défaut souverain en Europe. Avec souvent des discours très catastrophistes. 2 camps, 2 discours, et entre les deux, pas grand-chose. Alors de mon côté, j'ai voulu vous proposer une nouvelle approche. On va regarder les chiffres réels, ceux d'Eurostat, du FMI ou de la Banque mondiale. Pas des opinions ou des prédictions alarmistes, des données. Je veux qu'on se base sur les pays qui ont déjà vécu ça, comme la Grèce en 2010, pour comprendre concrètement comment une faillite étatique se propage, à quelle vitesse et qui ça risque de toucher en premier. Mais surtout, l'objectif, c'est de traduire tout ça en quelque chose d'utile. Quel serait l'impact d'une faillite de l'Europe dans votre vie et sur votre portefeuille ? Et déjà, est-ce que c'est seulement possible ? 13 850 milliards. C'est le montant cumulé de dette des États membres de l'Union européenne. Pour vous donner une idée, c'est environ 5 fois le PIB de la France. Cette montagne de dette, elle ne concerne pas que quelques pays fragiles en périphérie. Pas du tout. Elle est au cœur même de la zone euro. Rapportée au PIB total de la zone, cela représente 88% des richesses créées par les 20 pays. Ce chiffre de 88% nous vient directement d'Eurostat, l'office statistique officiel de l'Union européenne. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que derrière cette moyenne, certains pays sont dans une situation d'endettement qui devrait faire tiquer n'importe qui. 5 pays dépassent même le ratio de 100% de dette. L'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Grèce et, vous le savez, la France. Avant de plonger dans les chiffres, il faut qu'on comprenne ce qu'est vraiment la dette publique. Quand un État dépense plus qu'il ne perçoit en impôts et en taxes, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou même l'impôt sur les sociétés, il doit emprunter pour combler la différence. Pour ce faire, il émet ce qu'on appelle des obligations souveraines sur les marchés financiers. Donc ce sont des titres de dette qu'achètent des banques, des fonds d'investissement, des investisseurs étrangers, parfois même des particuliers. Vous en avez si vous avez un fonds euro dans une assurance vie. Et comme tout emprunt, eh bien ça se rembourse avec des intérêts. L'État doit donc rembourser le capital et les intérêts. Et payer des intérêts chaque année sur la dette, on appelle ça le service de la dette. Et en 2026, ce coût de la dette devient le premier poste de dépenses de l'État français. C'est une première sous la 5e République, devant le budget de l'éducation nationale. Et forcément, à un moment donné, on se pose tous la question, qu'est-ce qui se passe si l'État français ne peut plus rembourser ? Parce que quand une entreprise fait faillite, elle va au tribunal de commerce et elle fait face à ses créanciers. On la liquide, on récupère l'argent qu'on peut et on rembourse en priorité ceux qui ont prêté de l'argent. C'est brutal, mais c'est encadré juridiquement. Ça se règle en quelques mois, parfois quelques années. Pour un État, c'est complètement différent. On parle ici de défaut souverain. Quand un pays annonce qu'il ne peut plus rembourser sa dette ou qu'il veut renégocier les conditions, il n'existe pas de tribunal international, pas de procédure unique. Tout réside dans les négociations, les pressions diplomatiques ou encore les plans imposés de l'extérieur. Mais surtout, et c'est peut-être le point le plus important, ce sont les citoyens qui vont absorber le choc via des coupes dans les services publics, via une monnaie qui va probablement s'effondrer, voire donc une inflation qui va exploser. Et ça, c'est déjà arrivé. L'exemple qu'on a peut-être tous en tête, c'est celui de la Grèce. Nous sommes en janvier 2010. La Grèce, qui affiche une dette publique qui dépasse 125% du PIB, annonce ne pas avoir besoin du FMI pour s'en sortir. Une déclaration qui ne trompera pas les marchés. 28 jours plus tard, le couperet tombe, le taux des obligations grecques explose, passant à 7,1%. C'est plus de 4% au-dessus des obligations allemandes. En clair, les investisseurs ne font plus confiance à la Grèce. La prime de risque est énorme. Ils exigent une prime de risque énorme, massive, pour pouvoir
lui prêter de l'argent. Et c'est ainsi que la spirale s'enclenche. Début février, la Commission européenne place la Grèce sous surveillance, un signal d'alarme officiel. Sur le moment, ça reste administratif, presque invisible pour la population grecque. Fin février, ça s'intensifie. L'agence de notation S&P, donc Standard & Poor's, dégrade les principales banques grecques. De BBB+ à BBB, un cran. Ça peut paraître anodin sur le papier, mais pas du tout pour les marchés. Le 25 mars, l'Europe propose un plan d'aide. Il faut organiser un sauvetage parce que l'État grec ne pourra plus payer ses obligations. Mais la Grèce résiste encore. Puis le 23 avril, le masque tombe. La Grèce appelle vraiment à l'aide à l'Union européenne, au FMI. Le pays qui, 3 mois plus tôt, annonçait gérer seul, demande qu'on le sorte de là. Et en moins de 100 jours, tout s'est effondré. Le 2 mai, la Grèce signe un accord, 110 milliards d'euros de prêts, 80 milliards par les pays de la zone euro, 30 milliards par le FMI. Mais l'argent a un prix. En contrepartie, la Grèce doit se soumettre à des réformes structurelles drastiques. Et comme on l'a vu, dans ces cas-là, c'est parfois la population qui finit par payer les pots cassés. L'État a donc dû vendre ses actifs, ses ports, ses aéroports, ses télécommunications, son énergie, des décennies de patrimoine public bradés pour rembourser les créanciers. Les mesures de privatisation se multiplient, les fonctionnaires voient leurs fiches de poste amputées, des postes sont supprimés, des écoles ferment, la Grèce réduit aussi sa dépense dans le budget de la santé et de la défense, et parallèlement, forcément, le chômage explose, notamment chez les salariés d'entreprises qui dépendaient directement des commandes publiques. Mais ça ne suffit toujours pas à redresser les comptes publics grecs. Alors, en 2011, le FMI impose de nouvelles mesures. La note de la Grèce par les agences de notation est encore dégradée. En octobre, un deuxième plan d'aide est annoncé, 130 milliards supplémentaires. En 10 ans, la Grèce connaîtra 9 plans d'austérité et 3 plans d'aide. Alors la Grèce est loin d'être un cas isolé. La Russie en 2022, l'Argentine qui est à son 3e défaut depuis l'an 2000, et il y a même plus proche de chez nous. En 2022, l'Italie elle-même est passée à un cheveu de basculer avec un déficit à 8,1% du PIB et des taux d'emprunt qui s'étaient envolés. Historiquement, plus de 250 défauts souverains ont été recensés à travers le monde. Le défaut d'État n'est pas un événement rare, c'est juste un événement qu'on n'imagine pas trop chez soi. Alors maintenant qu'on sait que ça peut arriver, la vraie question c'est plus est-ce que c'est possible, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand ça arrive. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, car dans le cas de l'Europe, il s'agirait d'une véritable réaction en chaîne que personne ne pourrait contrôler. Paris, ce matin, 9h30, les marchés viennent d'ouvrir et c'est déjà le chaos. Les obligations italiennes s'effondrent. Dès les premières heures, les taux auxquels l'Italie emprunte explosent. Les investisseurs vendent, tout le monde veut sortir d'un coup. Le truc, c'est que quand tout le monde veut sortir en même temps, il n'y a plus vraiment d'acheteurs en face. Alors les prix baissent drastiquement et personne ne sort vraiment ou bien à des prix catastrophiques. C'est là que commence ce qu'on appelle le Doom Loop. Vous vous souvenez de Nouriel Roubini, le docteur Doom. C'est précisément ce mécanisme qui le hante depuis des années pour l'Europe. La boucle infernale. Le principe, il est assez simple. Les banques italiennes, imaginons, qui détiennent massivement de la dette italienne, voient rapidement leur bilan s'effondrer. Concrètement, les actifs qu'elles ont de côté, comme les obligations, perdent de la valeur. Et en Italie, l'exposition des banques nationales à la dette du pays est forte, de l'ordre de 10% du bilan contre environ 4% en moyenne ailleurs en Europe. Les marchés constatent alors cela en temps réel et pour compenser le risque, ils exigent des taux d'intérêt plus élevés pour prêter à l'Italie. Cet écart de taux par rapport au pays considéré comme le plus sûr en Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle le spread. Et quand le spread s'emballe, c'est le signe que la confiance est en train de lâcher. Les épargnants le sentent aussi, alors ils retirent leur argent. Les banques manquent de liquidité, alors elles arrêtent de prêter. Les entreprises n'ont donc plus accès au crédit et l'économie ralentit. À cause de ça, les recettes fiscales de l'État baissent. Dans le même temps, le service de la dette augmente, ce qui finit par limiter l'État dans sa capacité à rembourser. En quelques semaines ou quelques mois, on revient au point de départ, mais en pire. Et c'est là que le scénario bascule. Le vrai danger, il vient bien au-delà de Rome. Les marchés financiers ne raisonnent pas par pays, ils raisonnent par catégorie de risque. Et la question qui se pose immédiatement, c'est qui d'autre ressemble à l'Italie ? Qui d'autre a une dette élevée, un déficit qui se creuse, une croissance qui stagne ? La réponse arrive très vite, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et la France. Et c'est là qu'on réalise à quel point la situation européenne est unique. Parce qu'on parle de pays qui partagent la même monnaie, mais qui n'ont pas le même budget, pas la même politique fiscale, pas la même trajectoire économique. Les États-Unis, à l'inverse, ont une dette massive, mais ils ont un seul gouvernement fédéral derrière. En Europe, non. Vous avez 20 pays avec 20 situations différentes, toutes liées par le même euro. Ce qui veut dire que quand les marchés doutent d'un pays, ils doutent mécaniquement de tous les autres. Pas uniquement parce que leurs situations sont identiques, mais parce qu'ils partagent une monnaie commune sans partager les outils pour la défendre ensemble.
Dans notre cas, le spread ne s'emballe pas qu'en Italie. En quelques jours, les investisseurs commencent à vendre la dette grecque, portugaise, espagnole et française. Les taux montent, les spreads s'écartent et chacun de ces pays doit soudainement emprunter beaucoup plus cher pour continuer à faire tourner son économie et rembourser la dette. Pour la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque milliard emprunté coûte plus cher à rembourser. Le budget de l'État se tend, les marges de manœuvre déjà minces disparaissent et les choix qui s'imposent sont donc douloureux. Couper dans les dépenses, augmenter les impôts ou emprunter encore plus cher pour tenir. Voire très souvent, tout ça à la fois. Pendant ce temps, la contagion ne reste pas qu'à l'échelle de l'État, elle descend jusque dans votre quotidien. Premier effet, votre crédit immobilier. Les taux des crédits bancaires suivent les taux souverains. Si l'État emprunte plus cher, votre banque vous prête plus cher. Pour les rares emprunteurs qui ont un taux variable, l'impact est immédiat. Pour ceux qui veulent acheter, le projet se complique sérieusement. Pour ceux qui ont déjà acheté, eux, ils sont plutôt prémunis. Puis, c'est au tour de votre assurance vie. Les fonds euros, ceux que des millions de Français utilisent pour sécuriser leur épargne, sont massivement investis en obligations d'État françaises. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rendement en lui-même n'est pas forcément menacé directement parce que les assureurs détiennent ces obligations jusqu'à maturité. Le vrai risque, c'est la panique. Si tout le monde veut récupérer son argent en même temps, l'assureur est forcé de vendre avant échéance. C'est là que les pertes peuvent devenir réelles. Dans un scénario extrême, les assureurs pourraient même bloquer temporairement les achats. C'est ce qui est prévu dans la loi Sapin 2. Concrètement, le Haut Conseil de stabilité financière peut bloquer les rachats sur les contrats d'assurance vie pendant 3 mois, renouvelables une fois, donc jusqu'à 6 mois maximum. Donc elle est souvent décriée cette loi, mais en fait c'est une mesure de sécurité et de protection de l'épargne pour les assurés. Mais surtout, c'est votre emploi qui pourrait être directement touché. Puisque les crédits se contractent, c'est moins d'investissement pour les entreprises. Moins d'investissement, c'est moins d'activité, c'est moins d'embauches, c'est des plans de restructuration, c'est une économie qui se contracte. On le sait, dans les plus grosses tensions économiques, le chômage peut exploser. Donc certains pourraient perdre leur emploi, d'autres voir leur perspective d'évolution se boucher et ceux qui cherchent du travail voir le marché complètement se refermer. Autre effet, celui que personne n'aime entendre, vos impôts. Un État qui emprunte plus cher cherche des recettes. Alors il va les chercher là où il peut, dans les impôts, la TVA, l'impôt sur l'énergie, sur l'essence, l'impôt sur le revenu, etc. En fait, crédit, épargne, emploi, fiscalité, tout est interconnecté. Et tout part d'un même point de départ, une union monétaire où la faillite d'un membre n'est jamais locale. Ce qu'on vient de décrire, c'est pas une crise italienne, en fait c'est une crise européenne. Et face à ça, il reste un seul rempart, pour une fois unifié, la Banque Centrale Européenne. L'arme principale de la Banque Centrale Européenne, la BCE, c'est le rachat de dettes souveraines sur le marché secondaire. Comme on l'a vu, quand un État emprunte, il émet des obligations. Ces obligations s'échangent ensuite entre investisseurs. Et bien en l'occurrence, la BCE peut intervenir sur le marché secondaire et peut racheter ces obligations. Le but, soutenir leur prix, faire baisser les taux et calmer la panique. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant le Covid avec le programme PEPP, par exemple, un programme de rachat de titres obligataires avec 1850 milliards d'euros injectés entre 2020 et 2022. Sur le papier, c'est la solution parfaite parce que la BCE va pouvoir racheter ses obligations avec de l'argent qu'elle crée d'un coup de baguette magique. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo. Elle crée cette monnaie, elle crée cet argent, elle rachète des obligations, elle fait baisser les taux et elle diminue la pression sur les États. Mais dans la réalité, ça peut avoir un prix. Commencer par l'inflation. Puisque s'il y a création monétaire sans réelle, on va dire, activité économique sous-jacente, cette grande masse d'argent injectée sur l'économie peut se transformer finalement en inflation, en augmentation des prix. Et les grands perdants dans cette histoire, c'est ensuite toutes les sociétés ou les épargnants qui ont de l'argent qui dort, qui ne travaillent pas. Également, toutes les personnes qui ne voient pas leur salaire suivre l'inflation. Comme disait un ancien président de la République française, François Mitterrand, l'inflation est un impôt pour les pauvres, une prime pour les riches. Les grands gagnants à ce moment-là sont tous ceux qui ont des emprunts, c'est-à-dire les États qui ont beaucoup d'emprunts avec la dette, c'est-à-dire également les sociétés qui ont beaucoup emprunté, c'est-à-dire aussi les particuliers qui ont levé de l'argent avec la dette. Parce que comme il y a de l'inflation, comme les prix sont en train d'augmenter, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et donc tous ceux qui sont en train de rembourser, de payer demain de l'argent qu'ils ont eu aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de s'enrichir. Donc c'est une solution qui va essentiellement profiter à ceux qui ont de l'argent qui travaillent, qui va essentiellement profiter aux ménages plutôt riches et qui va pénaliser tous ceux qui ont des salaires fixés, qui ne suivent pas l'inflation et qui ont aussi de l'épargne qui dort. D'où la nécessité aussi d'investir et de toujours faire travailler son capital.
En fait, dans une crise, la plus grande menace, ce n'est pas la crise elle-même, c'est votre réaction face à la crise. Et ça, c'est prouvé chaque année, chiffre à l'appui, par l'étude d'Albar, l'une des plus citées en finance. Sur les 30 dernières années, le S&P 500, les actions américaines, a rapporté plus de 10% par an en moyenne. L'investisseur moyen, lui, n'a touché que 6 à 7%. Pas parce qu'il avait mal choisi ses actifs, mais en grande partie parce qu'il avait mal géré ses émotions. Il sortait quand il avait peur, il rentrait quand il était euphorique, et ce simple comportement coûte énormément de performance sur le long terme. Épargner 100 € par mois pendant 30 ans à 7% ou à 10% par an, ça change complètement la donne. Dans le premier cas, on a un capital en sortie à 122 000 €, dans l'autre, 226 000 €. Plus de 100 000 € de différence en 30 ans sans quasiment rien changer. Et c'est exactement à cause de ça que tant de gens remettent à plus tard le moment de s'occuper de leur argent. Non pas par manque de volonté, mais parce que ça semble complexe, réservé aux initiés, ou que ça fait peur, parce que personne ne leur a jamais expliqué comment faire. Avec S'investir, on a créé une formation offerte. En moins d'une heure, je vous explique les bases de l'investissement, comment protéger votre avenir financier à l'heure où la retraite semble de plus en plus menacée, comment vous générer de potentiels revenus complémentaires et surtout comment démarrer même en partant de zéro. Pas de jargon, pas de théorie abstraite, juste l'essentiel structuré et concret pour que vous repartiez avec une vision claire et les fondations pour agir dans les heures qui suivent. Cette formation pour investir intelligemment est gratuite. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder. Alors, une crise économique ou une crise financière, ça arrivera et ça continuera d'arriver. Ça, c'est sûr. Ça fait partie du cycle économique finalement normal. On en a connu plusieurs et on continuera à en connaître. Par contre, ce qu'il faut avoir absolument, c'est un plan solide avant que la crise arrive pour ne pas avoir à décider pendant et ne pas prendre de mauvaises décisions à ce moment-là. En fait, se protéger, ça ne s'improvise pas pendant la tempête, ça se construit par temps calme. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Première réponse évidente, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée est simple, si la zone euro s'effondre, vous ne voulez pas que 100% de votre patrimoine soit impacté. Et pour diversifier géographiquement, j'imagine que vous connaissez sur cette chaîne les ETF qui sont d'excellents outils. La diversification géographique, c'est bien, mais lorsqu'il y a une crise financière planétaire, quand bien même vous avez un portefeuille très bien diversifié sur toutes les zones géographiques, eh bien votre portefeuille prendra un coup forcément. Donc il manque une autre étape dans la diversification, c'est la diversification en termes de classe d'actifs. Un patrimoine réellement diversifié n'est pas investi uniquement en bourse. Il va avoir plusieurs classes d'actifs qui vont pouvoir réagir différemment lorsque la crise arrive. Donc pour diversifier son patrimoine, on peut penser à des actions en bourse, des ETF évidemment, mais également à des obligations, peut-être des obligations d'entreprise aussi. On peut penser à des private assets, donc des actifs privés comme le private equity ou la dette privée. On peut penser à de l'immobilier, ça peut être aussi via donc des SCPI qui peuvent investir un peu partout en Europe, mais aussi outre-Atlantique. On peut penser à de l'or, on peut penser à des cryptos, on peut penser à beaucoup de choses pour rendre son portefeuille beaucoup plus résilient, beaucoup plus solide et beaucoup mieux diversifié. Alors je ne dis pas que toutes les classes d'actifs que je viens de citer vont bien se comporter en cas de crise, mais par contre, je dis que en fonction des crises, certaines classes d'actifs vont réellement baisser drastiquement quand d'autres vont pouvoir même en profiter, car l'investissement, il faut voir ça comme des vases. Lorsque un vase se vide, c'est pour remplir un autre. L'argent va transiter ailleurs tout simplement, et donc un patrimoine bien diversifié sera beaucoup plus résilient. J'ai parlé de l'or en 2008, lorsque le S&P 500 perdait 37% sur l'année, l'or a beaucoup mieux résisté à la crise en montant de 6% sur la même période. Deux actifs, mais deux directions complètement opposées. Également les obligations. Alors vous allez me dire, ici on vient de parler de faillite d'État, et donc à ce moment-là les obligations se casseraient littéralement la figure. Mais encore une fois, en fonction des crises, eh bien ça peut être complètement différent. Si on reprend l'exemple de 2008, là qui était une crise beaucoup plus financière et une crise immobilière, les bons du Trésor américain ont progressé de 8,83% sur l'année 2008, là où encore une fois les actions américaines se sont littéralement effondrées. Autre idée de diversification, c'est de diversifier en devises, ne pas avoir que de l'euro dans son portefeuille. Et lorsque vous investissez dans des obligations étrangères libellées non pas en euros mais en dollars par exemple, ou lorsque aussi vous achetez des ETF diversifiés dans le monde entier, si votre ETF n'est pas hedgé en euros, n'est pas couvert en euros, eh bien vous détenez tout un tas d'autres devises, si vous avez par exemple un ETF Monde ou un ETF Emerging Market. Et ça ajoute encore une pierre à l'édifice, une pierre de diversification importante dans un patrimoine résilient. Évidemment, aucune de ces pistes n'est une solution miracle pour avoir un portefeuille qui ne fait que monter tout le temps. Également, je ne suis pas un vendeur de peur qui vous dit que l'Europe va couler dans les mois qui viennent et que ça va être le grand reset et qu'il faut mettre tout son argent en francs suisses
ou sur des obligations chinoises. Ce n'est absolument pas mes recommandations, ce n'est absolument pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire en tout cas, c'est de ne pas avoir peur de ça. Ça fait partie du cycle économique, comme je vous disais. De ne pas non plus vous laisser tenter par ceux qui attisent votre peur et qui vont vous faire mettre votre argent sur des choses qui ne vont rien vous rapporter tant que tout se passe bien et tant que la France n'est pas en crise. Et là, vous allez vraiment avoir une crise sur votre portefeuille réel qui va vous appauvrir lentement mais sûrement. Aujourd'hui, pour vous donner un vrai état des lieux, le marché des professionnels de la dette n'est pas du tout inquiet par la dette française. Ça, c'est la réalité, quand bien même vous entendez que c'est la catastrophe tous les jours. On est et on reste un des pays les plus solides financièrement. Ça paraît fou de dire ça, alors qu'on entend l'extrême inverse tout le temps. Mais lorsque vous écoutez de vrais experts sur le sujet, j'avais d'ailleurs interviewé un expert en crédit, donc un expert sur le marché obligataire récemment sur la chaîne, eh bien c'est un discours complètement différent de ce qu'on entend à longueur de journée sur les médias, qui sont plutôt là évidemment pour relayer les informations qui font peur. Donc, mettez en place un patrimoine résilient, solide, diversifié. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder donc à notre formation offerte, c'est le premier lien en description. Et selon moi, il y a un risque beaucoup plus imminent sur vos finances, c'est ce que va causer l'intelligence artificielle. L'IA va en fait créer le plus grand transfert de richesse jamais vu. J'ai fait une vidéo à ce sujet, cliquez ici pour la regarder maintenant.